Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Nous sommes à New York et notre invité pour une interview exclusive est le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie, Marc. Ici aux Nations Unies, on a beaucoup parlé de guerre, de l'Ukraine, de Gaza. L'Afrique réclame depuis des années, des décennies, une voix au chapitre, notamment au Conseil de sécurité. Est-ce que vous pensez qu'enfin, vous allez être entendu, que l'Afrique aura peut-être des représentants permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies? Il est à noter en effet que le monde est actuellement traversé par de fortes turbulences. Nous avons un retour des guerres majeures en Ukraine, au Moyen-Orient, la poussée du terrorisme, les défis climatiques et les incertitudes liées à l'intelligence artificielle. Tous ces défis qui nous interpellent en même temps l'Assemblée générale des Nations unies, qui a la charge, après avoir été mise en place pour préserver l'humanité qui a vécu 2 guerres majeures avec des catastrophes indescriptibles en l'espace d'une génération, de se mettre au pas et de prendre en charge ces défis. Évidemment, dans cette mission, il est important que le cadre soit rénové pour un multilatéralisme ouvert, plus inclusif et tout à fait rénové. Nous avons noté que dans les conflits actuels, les démarches bilatérales sont les plus marquées. On a l'impression d'une absence de l'ONU, d'une impuissance des Nations unies, alors que c'est en ce moment que nous devons ressentir le plus son dynamisme, mais dans le cadre d'une approche fédérée de l'ensemble des États et de tous les leaders épris de paix. Dans cette perspective, l'Afrique ne peut pas être absente. Je parlais tout à l'heure de la nécessité de réformer l'organisation. Réformer l'organisation suppose une gouvernance financière, économique et politique beaucoup plus inclusive. Récemment, pour prendre un exemple parfait de ce qui se passe à Gaza, malgré les souffrances du peuple palestinien, malgré ce qui se passe avec les enfants, les femmes, les journalistes, les Nations Unies ont voté une résolution à 145 avec 145 pays. Il y a seul un État qui a réussi à bloquer cette volonté de l'ensemble des peuples du monde, les États-Unis. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Afrique réclame fortement une présence aux Nations Unies, à savoir au moins qu'elle doit être dotée de 2 sièges dans le Conseil de sécurité. Et l'Amérique latine en réclame autant. Pourquoi pouvons-nous, dans le concert des nations, ignorer l'Afrique avec tout ce qu'elle représente sur le plan démographique? C'est un malheureux héritage de l'histoire où, au moment de la Constitution, les vainqueurs ont su s'aménager une place qui leur permette de contrôler l'orientation que prendrait la géopolitique mondiale. Mais l'ONU de 1945 avec 51 pays ne peut pas être l'ONU de 2025 avec 193 pays et autant de défis que l'humanité a adressés aujourd'hui. Monsieur le Président, je veux en venir aux relations avec la France. Il y a eu le départ définitif des troupes françaises en juillet dernier. Est-ce que vous avez l'impression que la relation est peut-être plus saine aujourd'hui? Je dirais qu'elle est plus sereine. Quand je suis arrivé, j'ai tenu à ce que le partenariat soit rénové, soit réactualisé. Il est difficile d'administrer la relation entre l'ancienne puissance et ses colonies, en particulier entre la France et le Sénégal, avec le même logiciel qui a prévalu avant notre indépendance, juste au moment de notre indépendance et jusqu'à maintenant. Nos populations ont une forte aspiration de souveraineté, une volonté de rééquilibrage des relations avec tout le monde, pas simplement avec la France. Quand nous avons demandé le départ des éléments français au Sénégal, nous avons en même temps réaffirmé notre volonté de ne plus avoir une présence militaire quelconque dans notre pays. Cela a pu être perçu malheureusement par certains comme étant une volonté de rupture parce que, évidemment, c'est ce qui semble avoir cours, j'allais dire, qui est dans l'air du temps. Mais nous n'avons jamais été dans cette démarche.
j'ai toujours considéré que la France était un partenaire important pour le Sénégal, que la France a une présence économique au Sénégal avec des investissements importants. Au moment où nous diversifions nos partenariats, où nous nous ouvrons à d'autres partenaires, nous ne pouvons pas nous autoriser à en perdre aussi par une démarche excessive juste pour obtenir un résultat qui, de mon point de vue, coulait de source. À savoir que 65 ans après notre indépendance, nous ne pouvions pas encore avoir des bases militaires étrangères, quel que soit le pays, au niveau du Sénégal. Et nous l'avons fait comprendre à nos partenaires français. Et dans une démarche de discussion sereine, de négociation, nous sommes parvenus à administrer la situation de façon sereine et nous nous projetons vers un séminaire intergouvernemental comme nos accords le prévoient pour discuter des nouveaux contours de cette relation. Il aura lieu quand et où? Elle aura lieu en novembre. Pour cette fois, c'est nous qui devons accueillir et nous l'accueillerons avec beaucoup de plaisir comme nous avons l'habitude de le faire avec tous nos partenaires. Alors il y a un sujet quand même, évidemment, dû à l'héritage colonial, c'est le massacre de Thiaroye à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord, une question très concrète. Il y aura la seconde commémoration le 1er décembre. Est-ce que le président français, Emmanuel Macron, sera là? Il est vivement invité. Je lui l'ai renouvelé lors de mon passage récemment à Paris. Nous avons partagé un déjeuner et j'ai renouvelé cette invitation. Je pense que nous avons une histoire commune partagée et Thiaroye en fait partie. Cette histoire est faite de moments heureux et de moments de douleur. Nous ne pouvons pas, au motif de vouloir préserver la sensibilité des uns et des autres, fermer les yeux sur cette page sombre de notre histoire commune. Nous avons décidé, dès notre arrivée, de commémorer ce massacre. Et le président Emmanuel Macron, il faut le saluer, a eu le courage politique, j'allais dire le courage moral de reconnaître que ce qui s'est passé à Thiaroye a été un massacre. L'année dernière, pour des contraintes d'agenda, il a dépêché son ministre des Affaires étrangères, ce qui nous convenait parfaitement, comme d'autres homologues de la sous-région ont pu le faire. Si cette année, son agenda lui permet d'être présent, évidemment, il sera à sa place, à savoir là où nous devons commémorer notre histoire commune, quoique la page ait été douloureuse. Alors il y a un sujet quand même, il y a une commission d'historiens, d'archivistes qui est dirigée par l'historien sénégalais Mamadou Diouf, qui réclame un accès total, sans obstacle, aux archives françaises. La France dit mais on vous donne l'accès total, lui dit que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous continuez à réclamer un accès complet afin de faire la lumière sur cette histoire si sombre? Je pense que faire la lumière complète sur le chapitre de Thiaroye 44 permettra d'apaiser davantage la relation entre les deux pays. Tant que nous serons à la recherche d'un pan de cette histoire qui nous échappe, nous ne réussirons jamais à en faire le deuil. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons entrepris de faire des fouilles archéologiques qui ont donné des résultats concrets et qui doivent être étendus sur le plan de vue des sites pour nous assurer que nous avons couvert tout le périmètre où des fosses communes auraient pu avoir été creusées. Dans le cadre de la collaboration sur l'accès aux archives, nous avons eu accès à des archives. Le comité vise des archives qui semblent être des archives classées secret défense et qui ne sont pas déclassées. Vous demandez leur déclassification? Évidemment, je pense que ça fait 80 ans que tout ça s'est passé. Et la meilleure façon de le dépasser, c'est d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Et de savoir que cette histoire commune que nous avons partagée doit être éclairée. Je n'étais pas là quand le massacre se passait. Le président Emmanuel Macron non plus. Donc ce n'est pas à lui qu'on chercherait à imputer la responsabilité de ce massacre. Ce qu'il faut saluer, c'est qu'il ait fait un pas de plus par rapport à ses prédécesseurs en reconnaissant déjà que c'était un massacre. Maintenant, sur le plan de la collaboration sur l'accès des archives, il y a des efforts à faire et je pense que les partenaires français seront encore plus ouverts et plus transparents. Est-ce que, au-delà de ça, une fois que la vérité historique sera établie, est-ce que vous pensez que la France devra s'excuser, voire offrir des compensations? L'année 2025 a été déclarée par l'Union africaine comme l'année de la justice et des réparations pour ce qui s'est passé pendant l'esclavage et les colonisations. Évidemment, cette question des réparations
reste quelque chose d'important. Ce n'est pas tant l'aspect financier qui importe, mais c'est pour donner, rendre justice à ces personnes-là qui ont combattu pour libérer la France et qui réclamaient comme leurs homologues français des pécules et qui ont été tués pour ça. Même si cela doit être le franc symbolique, cette réparation-là doit être faite. Et des excuses. Les excuses sont importantes parce que d'autres pays l'ont fait pour des tragédies de moindre violence et de moins importantes et cela contribue à nous apaiser, nous, descendants de ces tirailleurs, et à apaiser la relation entre le Sénégal, la France et plus généralement entre la France et ses ex-colonies parce que les tirailleurs sont appelés sénégalais mais ils venaient de toutes les colonies. Alors, je vais en venir à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une menace terroriste désormais à l'ouest du Mali. Le JNIM, comme on appelle, s'est lancé dans des offensives tout proches du Sénégal. Début juillet, il y a eu une attaque à la frontière, à Diboli. Le JNIM envoie des messages disant si le Sénégal collabore avec le Mali, le Burkina Faso dans la lutte antiterroriste, nous allons frapper le Sénégal. Est-ce que le Sénégal est désormais dans le viseur des terroristes? Je ne saurais le dire. Ce que je sais, c'est que la menace terroriste, elle n'est pas simplement qu'à l'ouest du Mali ou à l'est du Sénégal. Je suis convaincu que le phénomène terroriste, où qu'il soit localisé, est une menace partout ailleurs. Je pense que vous l'avez bien vécu avec des événements douloureux en France, pour des personnes qui ne sont pas forcément endoctrinées dans le pays où l'acte a été commis. L'humanité a un destin sécuritaire lié. À chaque fois que le terrorisme s'est établi de façon durable quelque part, il a cherché à se projeter au-delà de ses bases. Et c'est comme ça que les États-Unis, un certain 11 septembre, ont été aussi durement frappés. Donc tous les pays sont concernés par ce qui se passe au Mali et ailleurs tant que ça porte sur le terrorisme. Je pense que la démarche terroriste, la lutte contre le terrorisme doit être une démarche intégrée, combinant l'échange des renseignements, le dialogue entre les puissances et les pays impliqués, mais aussi les pays dans les frontières, dont les frontières sont menacées et les pays qui sont un peu plus loin. D'ailleurs, comme vous le savez, cette question dépasse bien le cadre de l'Afrique. Et j'ai toujours alerté, y compris ici aux Nations Unies, pour dire qu'il ne faut pas que l'Afrique, notamment le Sahel, devienne le terrain d'affrontement de grandes puissances par terrorisme interposé ou par intervention militaire conventionnelle interposée. Vous avez donc renforcé quand même la sécurité à la frontière avec le Mali? Nous renforçons notre sécurité sur l'ensemble des frontières, parce que la menace peut venir de partout et la menace peut être multiforme. Je vais en venir à la situation économique du Sénégal. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a découvert ce qu'on appelle la dette cachée, 7 milliards de dollars selon le FMI. Il y a un audit privé qui a été commandé à une société française d'ailleurs, qui est en cours, qui est censé donner un résultat qui permettra peut-être ensuite au Sénégal d'aller voir le Fonds monétaire international et d'obtenir la reprise de l'aide. Est-ce que cet audit va enfin être publié et est-ce que vous espérez un accord avec le FMI? Je tiens d'abord à dire qu'en 2018, de ma main, j'ai écrit une lettre qui a été portée par notre député, le seul que nous avions à l'Assemblée nationale, l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, et qui a été remise au FMI, alertant sur le dépassement sur les ressources extérieures. À l'époque, le montant n'était que de 236 milliards. Le FMI non seulement ne nous avait pas répondu, mais le FMI n'avait pas fait les diligences normales pour mettre un garrot sur cette pratique. 2018-2024, 6 ans après, par le sort du hasard, je deviens président de la République. Et c'est moi qui ai demandé qu'on applique la loi portant code de transparence dans le secteur, dans les finances publiques, à savoir réaliser l'audit, à faire certifier l'audit comme nous l'impose la loi par la Cour des comptes, et à faire 2 audits additionnels que nous avons commandités à un cabinet privé avec une signature internationale pour ne pas le nommer. Donc tout ce qui nous revenait, nous l'avons fait. Nous l'avons fait non pas pour le FMI, nous l'avons fait pour la crédibilité des dirigeants que nous sommes vis-à-vis de notre peuple, pour la crédibilité du Sénégal vis-à-vis de ses partenaires. Le FMI est libre de
faire les démarches additionnelles qui le rassurent par rapport aux données sur la base desquelles il veut travailler. Nous continuons sur notre trajectoire, mais nous voulons que le FMI presse un petit peu le pas pour que nous sachions sur quel pied danser avec le FMI et que les partenaires qui attendent son signal pour continuer à travailler sur le Sénégal sachent aussi à quoi s'en tenir. Mais est-ce que cet audit, on a parlé du mois de septembre, on arrive à la fin du mois de septembre pour sa publication, est-ce qu'il va être publié, est-ce qu'il sera rendu public et est-ce que vous savez s'il a trouvé peut-être encore des choses pires que ce qui a été trouvé par la Cour des comptes? Nous avons déjà trouvé pire parce que nous avons trouvé 73% du PIB pour la dette et 4,9% de déficit. Quand nous avons fini de faire les différentes phases de l'audit que j'ai tantôt décrites, nous sommes à près de 13% de déficit et à près de 119% de dette. Le FMI, comme je l'ai dit, peut toujours faire tous les audits qu'il veut. Nous avons fait ce que nous avons fait parce que nous voulons corriger, empêcher que cela ne puisse se passer pour l'avenir. L'audit va être publié donc? Ce n'est pas notre audit, mais certainement s'il y a un audit que le FMI mène, il va en assumer la publication. Est-ce que vous pensez que ceux qui étaient au pouvoir, on voit qu'il y a des poursuites qui ont été engagées contre certains ministres, il y a un député de votre parti qui dit que c'est Macky Sall lui-même, l'ancien président, qui devrait être poursuivi pour haute trahison. Est-ce que vous pensez que c'est important qu'il y ait justice ou au nom de l'ordre public, de la paix civile, il vaut mieux peut-être ne pas poursuivre l'ancien président? D'abord, il faut convenir que l'ordre public et la paix civile reposent sur une justice équitablement distribuée. Je fais toujours la différence entre se faire justice et rendre la justice. Rendre la justice suppose respecter la présomption d'innocence de tout individu, respecter ses droits à une défense libre et respecter et lui assurer un procès juste et équitable. Et c'est ce à quoi nous nous en tenons au Sénégal. Quel que soit le citoyen qui est concerné, c'est les règles de procédure et le droit sénégalais qui va s'appliquer. Il ne saurait y avoir de présomption de culpabilité sur personne. Chacun maintenant est libre d'exprimer ses opinions, mais en définitive, quand la justice, quel que soit le cas, va se prononcer, elle va le faire de façon sereine, sur la base de preuves matérielles qui auront été versées devant un juge indépendant et libre qui va juger selon son intime conviction. Monsieur le Président, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et merci à vous d'avoir suivi cet entretien exclusif sur nos antennes.